Affinité. Alors évidemment, on pense aux affinités électives de Goethe, mais cette notion, pour vous, elle est un petit peu non pas le prétexte, mais plutôt l'occasion d'une réflexion sur la généalogie, et en particulier une critique d'une certaine forme d'appartenance et une manière pour vous, disons, d'entrer dans ce que vous appellerez plus tard les aires de famille. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous préciser pourquoi cette notion affinité vous tient-elle à cœur? On pourrait le dire très simplement, la question c'est comment apparenter. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on range des choses ou des êtres dans un même ensemble. C'est tout simple. Alors ça peut être voilà, des couverts pour la table, mais ça peut être aussi comment on considère que telle ou telle personne fait partie de telle famille, famille au sens restreint ou au sens beaucoup plus large. Donc c'est ça. Qu'est-ce qui permet? Alors c'est une question qui est logique, hein. C'est une question qui peut être aussi ontologique, c'est une question qui peut être sociologique, psychologique. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ça match, ça colle, voilà. Qu'est-ce qui fait que on confirme ce proverbe qui se ressemble, s'assemble. Comment assembler les choses et les êtres, voilà. C'est la question de départ. Alors, affinité, c'est un mot qui est assez complexe parce que il peut désigner un rapprochement, une appartenance naturelle, comme les affinités psychiques. D'ailleurs, Goethe se fonde sur ces tables chimiques qui permettent, voilà, de dire, ben voilà, l'huile avec l'eau, ben non, ça marche pas, ça va se décomposer. Et puis c'est pareil avec telle ou telle personne. Voilà, tout d'un coup, voilà, ce qu'on appelle aussi le coup de foudre ou l'aimantation, le magnétisme. Tout ça, finalement, ce sont des métaphores qui rendent compte d'une approche naturaliste des affinités. Et puis, il y a ces affinités au sens étymologique affinitas, c'est-à-dire le voisinage qui se construisent par la rencontre. C'est-à-dire, au fond, l'affinité, elle n'est pas décidée naturellement, elle n'est pas déterminée, elle est conditionnée par le moment, par l'espace, par la culture. C'est-à-dire, voilà, il s'agit de saisir comment ce rapprochement se fait peut-être pour une durée tout à fait éphémère, mais voilà, au fond, affinité, c'est une manière de décrire cet instant qui autorise le rapprochement physique ou intellectuel entre deux éléments. Et pourquoi vous semblez, non seulement vous semblez, mais vous refusez la notion de généalogie ou de filiation généalogique au sens strict? Vous êtes assez critique vis-à-vis de Pierre Legendre sur ce sujet. Mais par exemple, dans le cas des ressemblances familiales, cela existe. Oui. Alors, cette question, j'ai beaucoup travaillé effectivement sur ces notions de ressemblance de famille, parce qu'au fond, la ressemblance, c'est mon idée, c'est que ça se construit. Qu'on donne l'illusion que les ressemblances sont naturelles, mais en fait, pour décider qu'il y ait une ressemblance, il faut choisir un critère, c'est un critère logique, et ce critère, au fond, il est amené par le fait qu'on va faire attention. Voilà, on va faire attention à quoi dans un visage, on va faire attention, je sais pas, à tel trait, au nez, aux yeux, etc. Mais tout ça, c'est conditionné parce qu'on pourrait faire attention à autre chose. On pourrait faire attention à l'odeur, à la façon de marcher. Alors, pourquoi la question généalogique est-elle importante? Parce que la généalogie, c'est un paradigme, c'est ce que j'ai appelé un paradigme. On pourrait dire ça autrement, on pourrait dire c'est une grammaire, c'est une manière de construire des discours, des phrases, des argumentations, des causalités, et qui va suivre un schéma. On pourrait dire que ce schéma, si on le résume de manière un peu simpliste, c'est l'idée que la fondation, c'est l'origine, hein, que l'origine, c'est le lieu de la vérité, et que cette origine, elle va se développer à travers un certain nombre de descendances. Hein. On peut dire effectivement filiation, il y a un fil, on est dans l'unilinéaire, et que, au fond, cette ressemblance vient confirmer l'appartenance généalogique, alors avec des conséquences quand même qui sont
intérêt collatéral importante, c'est qu'il y a une hiérarchie de valeurs, une dévalorisation de ce qui est extérieur, de la greffe, par opposition voilà, au développement de la sève. Donc il y a toute une métaphorique, on pourrait dire, qui est associée à ce paradigme généalogique et qui a des conséquences symboliques très fortes. Mais là, on parle de généalogie, bien sûr, au sens familial, mais la généalogie, c'est une grammaire qui va nous amener à penser la culture, l'histoire, selon aussi ces mêmes développements. C'est-à-dire que si on dit que un tel auteur est le fils de, ou voilà, on va rarement dire la fille de, mais bon, on est dans une conception finalement d'un développement organique comme une plante, au fond, une plante telle qu'on les pensait avant avec la préformation. Voilà, il y a une espèce de sources, de graines, et puis tout est déjà formé et va se développer. Alors, donc, moi j'ai essayé un peu pour dire, je trouve ça un peu fascinant, mais déconstruire cette notion, ce paradigme généalogique, et j'ai essayé de trouver finalement des modèles alternatifs à cette phrase généalogique qui sont présents dès l'Antiquité. C'est-à-dire que d'ailleurs, pour penser les familles, on n'a pas toujours utilisé l'arbre. L'arbre qui est vraiment la métaphore, plus que la métaphore, même le symbole, mais aussi le vecteur, le schème moteur de la généalogie. On pouvait utiliser des chapiteaux dans l'Antiquité romaine, on pouvait utiliser des schémas en chaîne, on pouvait utiliser des buissons. Darwin, qui est vraiment souvent cité comme celui qui a construit le système généalogique des espèces, Darwin, avant de construire ce système, il a utilisé le motif du corail. Ensuite, il a fallu qu'il se dépêche, donc il a pris le modèle généalogique. Mais c'est de l'entrelacement, c'est pas aussi linéaire que ça. Et alors, je reviens à votre question, et précisément à partir de Darwin, moi, ce qui m'a passionné dans la lecture de Darwin, c'est que ce qu'il brise, c'est la ressemblance analogique. C'est-à-dire, voilà, ce que vous disiez, et c'est une vieille question, comme vous le savez très bien. C'est un débat même entre Platon et Aristote. Voilà, Aristote qui dit, mais dans la communauté que Platon imagine, qui a aboli la parenté, on va quand même reconnaître les gens par leur ressemblance de famille. Donc, mais alors, je reviens à Darwin. Là où il casse le modèle de la ressemblance analogique, c'est quand il dit, voilà, vous trouvez que vous voyez une baleine et un requin. Vous dites, bien sûr, ils se ressemblent, c'est la même famille. Ah ben non, pas du tout, parce qu'il y a un poisson et il y a un mammifère. Bon. À l'inverse, certains êtres diffèrent totalement. Le crocodile, l'oiseau, ils viennent de la même lignée, là, pour le coup. Donc, il s'agit de penser, cette fois-ci, en termes d'affinité, construite selon le milieu, selon l'hérédité, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que l'hérédité n'existe pas, mais voilà, ça se croise, et donc, du coup, il faut penser la ressemblance comme un processus, et non pas comme un développement naturel d'un schème originel ou d'une graine, en quelque sorte. Et l'affinité, elle permet, employée déjà par Darwin, mais bon, de manière ponctuelle, mais ce mot-là permet, d'approcher de manière constructiviste la notion de ressemblance. Alors, vous ne contestez pas les lois, entre guillemets, de l'hérédité, mais vous plaignez un petit peu du déterminisme, notamment chez Zola. Hein. La bête humaine, ça commence par « la famille n'était guère d'aplomb ». Et effectivement, la chute de l'histoire des Rougon-Macquart, c'est il n'y a plus rien. La famille, disons, le docteur Pascal brûle. Oui. Il y a un surgeon, il y a un bébé qui naît à la fin, un petit surgeon. Hein. On se dit, ça va être le surgeon de la liberté et de la République. Hein. Absolument. Mais alors, justement, dans ce cas où les lois de l'hérédité sont implacables, il semblerait que chez vous, vous semblez vouloir les détourner et surtout de vouloir échapper, disons, à résidence identitaire, on pourrait dire. Alors c'est vrai que là, on aborde le versant plus politique ou social des effets de ce paradigme généalogique. Et effectivement, en termes d'identité, je crois qu'il est intéressant de penser des modèles alternatifs. Parce que
il me semble que, surtout depuis les années 1980, ce paradigme s'est imposé très fortement dans la conception qu'on a de l'identité nationale, dans aussi l'usage que font les gens d'arbres généalogiques, de la recherche des origines, des racines, comme on dit, voilà. La notion aussi, par exemple, de patrimoine, comme elle est devenue forte, patrimoine génétique, patrimoine culturel, voilà. Bon. Et je crois qu'il peut être intéressant d'entendre, voire de forger des modèles alternatifs, voilà, pour déplacer un petit peu cette pesanteur du paradigme généalogique. Et certains en ont construit, comme Deleuze par exemple avec cette notion de greffe, de rhizome, mais aussi Édouard Glissant avec cette notion de créolisation, l'idée qu'au fond les identités n'existent pas au départ, mais que c'est la relation qui construit les identités, d'où l'importance de la rencontre. Et moi, ce que j'ai essayé de construire dans les aires de famille, c'est une philosophie de l'occasion, de la rencontre. C'est-à-dire, voilà, la possibilité de changer, la métamorphose qui est liée à des hasards. Alors, bien sûr, la sociologie pourrait nous dire que ce ne sont pas tout à fait des hasards parce qu'on ne rencontre pas toujours n'importe qui, mais malgré tout, voilà, il y a une part d'indétermination et de construction qui fait que ce qui était différent, parce que la différence est bien plus important et plus intéressant que la ressemblance, hein, c'est-à-dire que la rencontre des différences peut produire quelque chose d'inattendu. Hein. Quelque chose qui apparaît comme fou, parce qu'on se dit, bah non, ils n'appartiennent pas à la même famille, c'est pas le même groupe, voilà. Mais c'est pas un collage surréaliste, c'est tout d'un coup que ça prend, quelque chose prend. C'est un peu comme la musique, c'est-à-dire que, voilà, on peut prendre des notes qui apparemment n'ont pas de lien, ne sont pas liées harmoniquement à un air qu'on aurait envie d'entendre, parce qu'évidemment, on a toujours en tête une grammaire musicale qui fait qu'on peut parfois même terminer des morceaux qui sont dans une harmonie qu'on connaît parfaitement. Et bien là, tout d'un coup, voilà, des notes peuvent se rencontrer et puis créer quelque chose qui peut paraître faux au départ. C'est un petit peu comme, vous voyez, dans cette chanson-là, The Way You Song of Key, tu chantes faux, mais ça me plaît. Ou bien, vous êtes partie des affinités électives de Goethe, et il y a ce moment donné où deux personnages, finalement, vont s'entendre parce qu'ils ne jouent pas bien, mais ils vont construire quelque chose, ou je pourrais dire autrement, avec ce qu'on appelle en musique le cluster. On parle beaucoup du cluster médical pandémique, mais le cluster, c'est un terme de musique. Et le cluster, c'est, par exemple, on tape sur le piano, hein, voilà, je peux vous faire un cluster, vous voyez. Si je fais ça, bon, un peu à la cage, voilà, c'est un cluster. Bon, vous vous dites, mais c'est faux, c'est moche, voilà. Cependant, si je répète ce cluster plusieurs fois, et si je l'inscris dans un ensemble sonore, finalement, vous allez trouver que ça fonctionne. Et ce n'est pas quelque chose de moderne, j'ai cité Cage, mais on pourrait trouver ça aussi dans la musique baroque. Tout d'un coup, voilà, une espèce de son aggloméré, des sons agglomérés qui vont construire quelque chose qu'on va aimer, avec lesquels on va se familiariser. Au fond, quelque chose qui était complètement étranger, qui était marginal, voilà, quelque chose de bâtard, pour employer les termes de la généalogie, quelque chose de bâtard va se révéler à notre oreille familier. Alors voilà, si vous voulez, c'est des possibilités alternatives au paradigme généalogique que j'essaye de mettre en valeur ou de construire. Tout se passe comme si vous étiez justement à la recherche de ces déplacements, de ces variations subjectives. Hein, ce sont aussi des variations, des entrechocs, des rencontres, des croisements. C'est donc peut-être pas un hasard que vous ayez appelé votre livre sur Édouard Glissant « L'identité généreuse ». C'est une réponse à l'identité malheureuse d'Alain Finkielkraut. Disons qu'au fond, le terme d'identité, il est très délicat à manier et il faut faire attention. Quand on dit identité multiple, bon, par exemple, Descombes a raison de se moquer un petit peu de ces usages un peu logiques, mais au fond, il faut admettre que
identité est un mot délicat à manier quand on veut le relier à la multiplicité. Donc il faut admettre le multiple, admettre les personnalités multiples et comprendre comment, effectivement, un sujet peut se construire par rencontre, par métamorphose continuelle. Alors reste un débat compliqué, c'est celui de la continuité. Qu'est-ce qui fait que je suis toujours le même si j'ai changé? Qu'est-ce qui fait que je suis toujours le même si je me sens multiple? Voilà. Mais ce sont des questions fortes qui sont soulevées à partir d'une déconstruction de cette affirmation du sujet maître, du sujet qui trouve sa place dans un ordre symbolique et qui va faire de lui, je ne sais pas moi, une autorité ou pas. Enfin bref, oui, c'est un monde, cette grammaire généalogique. Et on peut y entrer par plusieurs portes, par celle de l'identité, par celle de l'apparentement, par celle de la logique associative. Enfin, c'est une grammaire. Bon, le mot affinité a une espèce de connotation poétique qui est assez charmante, parce qu'on dit, voilà, qu'est-ce qui fait que je rencontre quelqu'un et on a des affinités. Et si, certes, la sociologie, encore une fois, nous montre que, comme Mythic Affinity, voilà, au fond, c'est parce qu'on a les mêmes pratiques, on participe du même milieu, il y a cette part d'indétermination qui fait que le hasard, la contingence, voilà, la contingence joue son rôle dans un univers déterminé où la programmation est toujours au coin de la rue pour ceux qui croient qu'ils peuvent marcher librement. Là, il y a quand même de l'aventure au coin de la rue. Pour terminer, j'avais cité Pierre Legendre au début de notre dialogue. Et vous avez prononcé le mot symbolique. Alors, oui, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui reste, disons, du poids, à la fois du poids, pas forcément au sens de quelque chose qui pèse sur vous, du poids des institutions et du rôle du symbolique dans votre vision à la fois renouvelée des généalogies et des affinités? Alors, le symbolique, bien sûr, joue son rôle institutionnel et aussi dans la construction de la personnalité. Ce serait un peu idiot de le nier. Cela dit, si on fait référence évidemment à celui qui a beaucoup travaillé sur le symbolique et qui est Lacan, je crois qu'il y a un domaine qui est largement sous-évalué, c'est l'imaginaire. Et que ce domaine-là, qui est lié à la métaphore, à la transformation, au déplacement, est peut-être le domaine où peut se construire, peuvent se construire des personnalités, des issues, des perspectives qui échappent à la détermination du symbolique. C'est la possibilité de changer par l'imaginaire. Bon, Sartre a énormément travaillé là-dessus avec Flaubert, mais aussi avec quantité d'autres, où on voit que l'imaginaire est une forme de liberté, parce que par l'imaginaire, on peut décrocher du réel, on irréalise le réel, mais en même temps, cet imaginaire, c'est celui qui permet de reconstruire le rapport de la conscience au monde. Donc c'est un acte de liberté parce qu'il néantise le monde, et en même temps, en néantisant ce monde, il le reconstruit. Alors le piège de l'imaginaire, c'est qu'on reste effectivement dans l'irréalisation, qu'on décroche, mais il y a cette possibilité de reconfigurer, de rattraper le monde et de changer le mode de relation qu'on a au monde par cette modification de nos imaginaires. Parce que l'imaginaire, il est toujours là, même dans le concept, hein, même dans le rapport rationnel aux choses, aux idées, on peut le montrer continuellement, l'imaginaire ne cesse pas d'imprimer sa logique métastable, nous amène à nous déplacer. Quelquefois, on est fixé sur un imaginaire, parce que tout d'un coup, l'imaginaire devient effectivement symbolique, pour le coup. Mais, au fond, de retrouver la liberté de l'imaginaire est un moyen peut-être de se détacher de l'emprise du symbolique. Donc,
peut-être vous appuyer sur ce point sur Bachelard. Alors, Bachelard, effectivement, a donné beaucoup de crédit à l'imaginaire, effectivement. Peut-être qu'il l'a abordé de manière un peu trop organique. Hein, c'est au fond, l'imaginaire aurait sa propre logique, indépendamment du sujet qu'il imagine. De ce point de vue-là, je resterai un peu plus sartrien pour penser que l'imaginaire est une production de la conscience, même si cette production l'amène, la conscience, à se perdre dans les miroirs et les reflets, il n'empêche que c'est quand même elle qui est toujours aux commandes. Un dernier mot sur cette notion d'affinité. Vous avez écrit un livre qui s'appelle donc Les airs de famille. Quels sont les philosophes, selon vous, qui n'ont pas de rapport existentiel ou direct entre eux, mais qui ont ce point commun d'avoir un petit air de famille où on peut les reconnaître? Oui. Alors, je pourrais jouer un petit peu sur votre question en disant qu'on peut trouver un air de famille à ceux qui ont pensé les airs de famille. Et par exemple, je relirais Nietzsche, qui est l'un des premiers à avoir travaillé sur Familienähnlichkeit, sur cette idée qu'il y a des airs de famille entre les philosophes et qu'il faut peut-être se détacher des notions d'école pour trouver des airs de famille. Et puis bien sûr Wittgenstein, hein, parce que cette manière d'approcher les airs de famille et de faire sauter justement la grammaire généalogique en expliquant que les concepts sont des jeux de langage, en essayant de promouvoir l'idée de concepts flous, hein, c'est-à-dire que c'est par rapprochement ou par superposition, comme sur une photographie, qu'on peut essayer de savoir de quoi on parle, au fond, s'entendre, mais sans jamais donner crédit à l'idée d'une essence qui serait la synthèse conceptuelle de tous les éléments sensibles. Cette approche-là, évidemment, permet de relier aussi bien Nietzsche que Wittgenstein, mais on pourrait dire aussi Roland Barthes dans sa manière qu'il a de dire je suis contemporain d'auteurs très anciens, de Stendhal, peut-être de Montaigne. C'est cette manière, au fond, de faire sauter l'enchaînement généalogique et chronologique pour associer librement dans l'espace, dans le temps, et de créer des familles. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant, c'est au fond c'est pas forcément de contester les familles légitimes, voilà, hein, c'est plutôt de dire que d'autres familles sont possibles et donc de créer d'autres boîtes. Mais par exemple, c'est aussi bien pour l'histoire philosophique que l'histoire littéraire, l'histoire culturelle, c'est ne pas forcément garder les boîtes qui nous ont appris à relier un tel et un tel et un tel selon des courants, des écoles, mais peut-être dire, bah tiens, voilà, on peut relier un tel et un tel, faire une boîte avec Montaigne, Breton et Barthes, je ne sais quoi, je ne sais qui. Est-ce qu'on peut dire fondamentalement que affinité, ça se distingue de identité, dans la mesure où les identités entre elles s'opposent, se différencient, voire se combattent, tandis que les affinités se mélangent, se rencontrent, oui, voire s'harmonisent, et peuvent composer entre elles. Vous êtes musicien, donc le mot « composer » doit vous intéresser. Absolument. Alors, même s'il faut se garder d'une vision un peu irénique des affinités, parce qu'il y a aussi de la désaffinité dans la rencontre, hein. Il ne s'agit pas de nier aussi la puissance de dissociation, mais les affinités, en tout cas, elles donnent crédit à cette possibilité d'une association libre, d'une composition, effectivement, le mot m'importe en effet, d'une composition inattendue, et qui, effectivement, se défie des identités guerrières, enracinées. L'affinité, voilà, ça peut être une affinité avec, pas seulement des humains, mais ça peut être des affinités avec un air, un arbre, un animal. Affinité, c'est un mot tout à fait ouvert à toutes les associations possibles.